J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et saluer l'ensemble des participants dont, outre les collègues de l'UNC, certains sont des connaissances de longue date. Je vais commencer, et vous me pardonnerez, tout d'abord mon intervention par une sorte d'avant-propos, tant le thème du colloque me renvoie à un questionnement beaucoup plus ancien. Un questionnement personnel. À la fin des années 1980, tout en terminant l'écriture de ma thèse, je travaillais pour des raisons avant tout alimentaires à la Fédération parisienne du Parti socialiste où j'étais représentante rocardienne. Vous me direz, on est vraiment très loin. Là, j'ai pu être témoin entre de multiples choses du tout début de la montée des réactions au voile, dont les plus intransigeantes venaient de l'aile la plus à gauche de ce parti à ce moment-là. Sans jugement de valeur aucun, et encore moins de défense des extrémistes, et je voudrais vraiment le souligner. Et alors qu'il s'agissait bien à ce moment d'un monde différent de celui d'aujourd'hui, d'un monde autre, où il commençait à être question de voile et non de burqa, je trouvais particulièrement questionnant le combat qui débutait ainsi dans une société où l'image même de la tendresse, de l'amour total sans contrepartie et de la promesse de rédemption est représentée par une femme dont la tête est toujours couverte d'un voile, la Vierge Marie. D'ailleurs, à ceux qui débutaient ainsi ce combat, il semblait tout à fait normal de se couvrir la tête ou les épaules lors de visites touristiques en Italie, en Espagne ou en Grèce. Sans se livrer à un savant calcul sur les centimètres de peau couvertes ou dénudés par les voiles musulmans, chrétiens ou les perruques de certaines traditions juives, et sans non plus insister sur le fait que ces mêmes années, le Parti socialiste fêtait la Révolution française en coiffant les femmes de bérets républicains, il me semblait, en tant qu'anthropologue dont la démarche de réflexivité doit pousser à s'interroger sur notre propre société, que, pour ces représentants d'une laïcité particulièrement dure, la question du voile musulman, loin de permettre d'ouvrir cette laïcité à des traditions autres, mettant sur un pied d'égalité les croyances de toute origine, concourait à faire un sort à des représentations religieuses au sein même de notre propre société et à régler ainsi des comptes avec nous-mêmes et nos propres traditions. Comme l'ont dit beaucoup de spécialistes, dont Monder Kilani, la question du cannibalisme dans un monde où il est de tradition de se nourrir du corps du Christ lors de toute communion, selon le cœur même du rituel catholique, me semble relever de la même chose. Les autres nous permettent, entre autres choses, bien sûr, de travailler sur nous. Et cette remarque d'une immense banalité ne doit rien ici à la psychologie. Mais il y a plus. En Océanie comme ailleurs, les femmes ont été également des actrices, directes ou non, de ce qui est appelé cannibalisme. Et je me tourne là pour illustrer ce point vers Fidji et vers le Vanuatu à partir de quelques exemples extrêmement rapides que nos collègues de l'Université de Sydney m'en excusent. Dotées d'un certain statut, à Fidji, nous y reviendrons, les femmes, selon certaines sources, mangeaient également de la chair humaine, notamment les parties intimes des victimes masculines, que les hommes, eux, ne consommaient pas. Elles accueillaient les victimes, chantaient, dansaient sur les corps, mimaient des actes sexuels, et elles seules se comportaient ainsi. Au Vanuatu, dans le sud-ouest de Malekula, en lien avec les institutions dites de grade, alors que les hommes ne mangeaient que des hommes, il est dit que les femmes ne se nourrissaient que de chair humaine féminine. Parallèlement, dans toute la mythologie océanienne, les ogresses sont nombreuses, pour ne pas dire omniprésentes, se nourrissant souvent d'enfants et d'hommes. Il peut s'agir de figures psychopompes, on a évoqué ce matin, devant lesquelles les hommes passés étaient soumis à des tests avant de pouvoir atteindre les lieux d'immortalité, tels l'intérieur des volcans. Mais il s'agissait aussi, de manière plus courante, de détentrices de pouvoirs forts, de techniques, de la plus grande valeur, de plantes, de connaissances liées à la fabrication de couleurs, d'objets précieux. Souvent, dans de tels cas, il s'agit alors pour les hommes de s'approprier ces connaissances, techniques, plantes et objets avant de les rendre secrets et d'en interdire l'accès aux femmes et aux non-initiés. Parmi ces figures, pour le sud-ouest de Malekula, il en existe une particulièrement emblématique. Il s'agit de Nevin Bimbao, littéralement la grande femme, de Nevin, femme. Cette dernière, seule à posséder le feu, l'échange un jour contre des porcs avec les hommes qu'elle mangeait jusque-là, et cet échange est à l'origine même des très importantes institutions de grade masculine de la région. Ces institutions, existant aussi plus au nord de l'archipel, regroupent donc des séries de rituels qui accompagnent la vie d'une personne et ses funérailles, donnant lieu à des échanges complexes
en lien des sacrifices de porc et des présentations de monnaie à l'acquisition de motifs décoratifs, de techniques et d'objets, de danse et de chant, de noms, chose très importante, en rapport à des esprits de plus en plus puissants et de statuts, dont celui de chef. Mais au sein même de ces institutions, la figure complexe de Nevi Mimbao ne renvoie pas qu'à un état d'une société cannibale précédant un échange fondateur. Elle donne également son nom à toute une catégorie de rituels exclusivement masculins, en lien au tambour dressé sur les places des hommes, et dont le plus grand a pour nom la mère maman, non pas l'océan. De même, c'est en tant que mère qu'elle est évoquée dans un des rituels funéraires les plus importants de ces institutions. Elle est également dite être une grand-mère, prête à manger ses petits-enfants, et on la retrouve dans la même région comme l'esprit ou l'ancêtre qui préside lors de grands rituels périodiques à la fertilité des porcs et des humains, à la croissance et à la multiplication de certaines plantes utilisées pour la construction du toit des maisons. Je soulignerai ici rapidement que les institutions de grade masculine ont leur pendant féminin beaucoup moins bien documenté. Ces institutions accueillaient les femmes après les initiations de l'adolescence qui constituaient entre autres à l'extraction des incisives supérieures par l'oncle maternel. Ce qui peut renvoyer, pour ceux qui connaissent la littérature ethnographique de ces régions, au traitement des cochons sacrificiels dont les incisives étaient également ôtées par les hommes. Il est clair, à partir de ces quelques exemples, que la consommation de chair humaine relevant de faits ethnographiques ou s'inscrivant dans les représentations, non seulement n'est pas l'apanage des hommes, mais pourrait ouvrir à des questionnements fort complexes et riches, nous permettant d'aller plus loin dans la compréhension de ces sociétés, et pas uniquement du cannibalisme. Or, dans les sources anciennes, la part des femmes dans le cannibalisme est très souvent citée pour marquer un cran dans la sauvagerie rencontrée. On peut penser que, en miroir à la question du cannibalisme chrétien, l'idéal marial n'est pas absent de la perception de la consommation par les femmes de chair humaine comme l'atteinte d'un degré supérieur de sauvagerie. Mais de même, il n'existe pratiquement pas de travaux de recherche questionnant cette part, sa complexité, son sens et sa place par rapport ou non aux actes des hommes. Pour Fidji, Saline, c'est un des rares anthropologues, pour ne pas dire le seul à ma connaissance, qui a publié un article conséquent sur le lien entre femmes et cannibalisme. Mais il le fait dans l'optique d'appuyer sa problématique du chef étranger et du mana, cantonnant les femmes au statut d'objet d'échange. Ainsi, dans un dialogue structuraliste avec Lévi-Strauss, il met en relation l'échange amorcé par le chef d'origine étrangère de victimes humaines cuites contre des femmes crues, ne considérant là les femmes qu'au travers de leur rôle d'épouse. Or, depuis un certain nombre d'années, plusieurs travaux anglo-saxons surtout reviennent sur la manière dont les femmes sont considérées en Océanie à partir de l'influence européenne et chrétienne qui en a limité en grande partie les actions à la sphère domestique en tant qu'épouse et mère. Le fait que les femmes aient pu avoir d'autres types de rôles dans ces sociétés, des statuts touchant au pouvoir, entre guillemets, n'est que très rarement pris en compte et n'a même parfois jamais été réellement vu, reconnu par les interlocuteurs européens, partant de l'idée très fréquente qu'une femme est encore plus dominée là, dans de telles sociétés, qu'en Europe. J'ai abordé ce sujet dans un article portant sur les relations frères-sœurs ayant travaillé dans une des sociétés du centre du Viti Levu où, et ceci est traditionnel, l'on rencontre des femmes en position de chef, toui. Dans cet article, en soulignant le fait qu'une femme est de fait dotée de statuts très différents au cours de sa vie et donc au centre de relations variées, en tant que fille, petite-fille, épouse, mère, grand-mère, tante maternelle, paternelle, j'ai montré que dans ces régions, l'aînesse, en lien direct avec l'esprit ou les esprits d'origine et leur fertilité, est plus valorisée que le genre. De ce fait, outre la possibilité de porter le titre de toui, une sœur aînée va, même en présence de son frère, boire le bol de kava représentant son unité sociale, chose impensable dans le sud-est de Viti Levu. Si ce rôle singulier des femmes est accepté, au moins par les spécialistes de Fidji, tel n'est pas toujours le cas ailleurs. Ainsi, pour revenir sur un exemple vanuatais, dans la société Raga du nord de Pentecôte, qui possède bien des caractéristiques de ces sociétés fidjiennes particulières, le terme qui désigne le chef est quasiment le même que celui qui désigne la mère. Côté études françaises, Joël Bonnemaison, grand spécialiste du Vanuatu, avait déjà noté ce fait il y a plusieurs années, mais ne saisissant pas le lien entre la fonction du chef, le terme mère et le côté féminin, loin de tenter de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chef, il avait botté en touche, décidant qu'il dirait tout simplement chef.
Lors du colloque Poule, Marie-France Duhamel, travaillant sur les langues proches plus au nord, avait évoqué l'année dernière cette proximité du terme chef et mère, cherchant à savoir si d'autres chercheurs présents avaient été confrontés à ce type de complexité. On se souvient, pour ceux qui étaient présents, que seul Paul Gherardi, expert incontesté des langues de Fidji, avait pu répondre positivement, provoquant l'étonnement général, en se référant à cette même région de Fidji où j'avais d'ailleurs mené mon terrain sur ses propres conseils. Ces exemples montrent de fait qu'il n'y a pas de volonté de ne pas aborder le cannibalisme féminin dans ses représentations ou en action, mais qu'il existe une manière globale d'apprécier le rôle des femmes qui, les éloignant des sphères du pouvoir masculin, les rendent d'une certaine manière moins intéressantes aux yeux des chercheurs qui se sont beaucoup focalisés sur les statuts masculins. Or, comme je voudrais maintenant le montrer, quelques-unes des informations concernant le cannibalisme à Fidji me semblent tout à fait passionnantes et d'une grande logique fidjienne. Avant de revenir à ces données, il me faut préciser quelques points. Fidji se présente aujourd'hui comme un archipel culturellement homogène. Or, cette homogénéité s'est construite sous l'influence surtout tongienne, qui a profité des bouleversements provoqués par l'arrivée des premiers Européens et des missionnaires pour s'étendre culturellement et géographiquement. L'intensité des massacres et du cannibalisme, parfois rapportés par les premiers Européens, pourrait être en lien avec ces bouleversements, comme cela a été le cas aux Marquises, par exemple. Sans revenir sur ces considérations fort complexes, il faut garder à l'esprit que bien des traits fidjiens aujourd'hui ne présentent pas la variété de langues et de sociétés auparavant existantes, mais dont les spécificités culturelles sont toujours là en grande partie. Ainsi, par exemple, le fidjien standard aujourd'hui appris à l'école n'est-il qu'une des multiples langues fidjiennes connues, dont beaucoup sont en perdition. Les modalités de consommation de kava, selon le rituel devenu aujourd'hui national, est avant tout un rituel tongien. Les termes, si présents dans la littérature comme dans les études fidjiennes de Turanga, non pas chef mais monsieur, de mana même, viennent également d'ailleurs, et il en est de même de tous les termes décrivant l'organisation sociale issus de la terme de Mbao et diffusés dans la plus grande incompréhension par les enquêtes foncières menées fin 19e, début du 20e siècle. Or, si beaucoup d'informations concernant le cannibalisme à Fidji proviennent de ces régions devenues depuis hégémoniques, il en existe d'autres beaucoup plus largement réparties et sur lesquelles très peu d'études ont porté. Partons d'une de ces informations pour élargir quelque peu notre propos. Le cannibalisme aux Fidji ne s'arrêtait pas au fait de nourrir les hommes et parfois les femmes, nous y reviendrons. Vraisemblablement partout, à Viti Levu, sauf sur certaines côtes, semble-t-il, les os longs des victimes étaient disposés dans des fourches d'arbres présents la plupart du temps près des temples. Là, ils se couvraient de fougères particulières et l'arbre continuait sa croissance dans un entremêlement d'os humains et de ramures. Dans les sociétés du centre de Viti Levu, chaque clan ou grande maison est lié à un ensemble d'éléments spécifiques, une ou plusieurs plantes relevant de l'humide et du sec, un animal terrestre ou présent dans les rivières en relation à l'humide, de grands noms, des distinctions générationnelles porteuses de titres rappelant certains de ces éléments, en lien à des médicaments, on dirait ici, ou à des rituels portant sur ces éléments. Les plantes et les animaux, par leur présence à travers des rencontres, des rêves, des multiplications ou leur rareté soudaine, indiquent aux membres des grandes maisons l'état de leur relation à leur esprit d'origine, les vous, un terme qui se rapporte très exactement à cette partie d'un arbre pour laquelle nous n'avons pas de nom en français, qui, formant la base de l'arbre, est liée à deux mouvements concomitants, s'enfoncer et s'enraciner dans le sol, d'une part, s'élever vers le haut, d'autre part. Chacun est en relation extrêmement étroite avec son ou ses vous, à partir de son nom et à travers l'intérieur de son ventre, siège des émotions. Les aînés, dont il est interdit de prononcer le nom, sont quant à eux en lien direct avec l'esprit d'origine des grandes maisons, résidant plus particulièrement près du tertre Yavutu, du premier représentant du groupe dans la région. C'est au sein de ces tertres que les chefs étaient inhumés à leur mort. À côté de ce tertre, un arbre est présent, près duquel il faut se rendre avec d'infinies précautions. Sa nature est en relation avec le lieu d'origine plus lointaine de la grande maison. Cet arbre spécifique, et avec lui tous les représentants de son espèce, représente littéralement le groupe dans son ensemble tel qu'il est enchâssé dans une localité, mais vivant, continuant de pousser vers le haut, ses branches les plus récentes étant associées aux dernières générations.
Ces arbres représentant la grande maison dans le sens plein du terme, le porteur du titre du ces arbres représentent la grande maison dans le sens plein du terme, pardon. Le porteur du titre de Touy étant au service de sa fructification à travers sa relation particulièrement étroite à son esprit d'origine. À travers des travaux de Hockart et Salins, pour ne citer qu'eux, il ne fait aucun doute que lors de consommation de chair humaine, ce sont les esprits qui ingèrent. Cette logique transocéanienne est la base même de la consommation de kava, quelles que soient ses modalités, en tout cas au Fidji. Et les données que j'ai moi-même recueillies vont dans le même sens. À ce titre, comment ne pas associer cette pratique et ces représentations profondes des groupes à partir d'arbres emblématiques? Ainsi, le cannibalisme à Fidji, et ceci dans ses manifestations les moins sensationnelles, relève d'un ensemble ritualisé d'actes qui conduisent à partager les victimes en partie différemment consommées, les os humains, disposés dans les arbres, venant nourrir les esprits d'origine et par là même les groupes dans leur ensemble. Mais il y a plus. On se souvient que certaines données font état de la consommation par les femmes et exclusivement par elles des chefs, mères, elles-mêmes de chefs, des parties génitales des victimes humaines. On se souvient également de danses et de chants et de mimes d'actes sexuels sur les victimes. Dans la société que j'ai étudiée, parmi les éléments de la nature associés au groupe, certains sont en lien direct avec les parties génitales des hommes et des femmes. Or, ce sont les femmes qui président à ces relations. Elles et elles seules qui disent et chantent ces éléments lors de divers rituels, lors des mariages notamment. Mais parmi toutes les femmes présentes dans une localité et auxquelles de manière globale ce qui relève de la sexualité et de la fertilité est attaché, il en est une catégorie au statut très particulier. Ce sont les grand-mères maternelles, considérées comme à l'origine de la vie du groupe, issues des maternelles et localisées là où elles ont donné naissance à 2 générations, où elles ont fait preuve de fertilité. Non seulement leur corps nourrira la terre du groupe, mais de plus, ce sont elles et elles seules qui approvisionnent le groupe en nom féminin. Si l'on tient compte de l'ensemble de ces considérations, qui demanderaient bien plus de développement, mais focalisent sur la part de fertilité apportée par la victime humaine, il est possible de comprendre certaines paroles de chant accueillant les victimes humaines comme des champions, entre guillemets. Loin d'être des hommes de rien, les victimes humaines entrent à cet égard parmi les iyaou, les biens de valeur les plus importants qui soient. D'ailleurs, quand un homme en tuait un autre, il était possible de lui prendre son nom et par là même sa relation spécifique à son esprit. De la même manière, il était possible de donner ce nom à l'arme fabriquée dans un os long de la victime. Utiliser l'autre ainsi est donc une sorte de manière de détourner la puissance d'un groupe vers un autre. Mais j'aimerais préciser à cet égard, en termes de conclusion, que le terme cannibalisme est à mes yeux un concept d'abord proprement européen, mais aussi un concept en quelque sorte fourre-tout, à travers lequel il n'est en aucune manière possible de parler des sociétés océaniennes. Il nous renvoie avant tout à nous, surtout quand compte n'est pas tenu des diverses relations qui lient les personnes, hommes et femmes, de manière différente aux éléments du cosmos, aux valeurs, et ceci dans la complétude des rôles de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise. On procède de la même façon. Écoute, là pour le coup, on est dans les temps, donc on peut poser les questions, Françoise, dès maintenant, puisque. Non, merci d'ailleurs Françoise pour le timing aussi. Hein. Alors, plus oui, je suis désolée, j'ai été très vite. Parfait. Je m'étais dit que j'allais dépasser. Parfait, on est sur 20 minutes. On est sur 19h57. Oui, voilà. Impeccable Françoise. Merci pour ça, ça nous permet de respecter le timing. Et puis de prendre les questions alors, je vais... dans la foulée, si parmi les présents physiquement ou les présents Patrice. Virtuellement. Patrice s'est déjà inscrit pour une question. Il y a une question de Patrice. À moins qu'il n'ait pas décoché sa main levée de tout à l'heure. Je n'ai pas décoché ma main levée, toutes mes excuses. Donc, tu n'as pas de question. J'en aurai, mais elles vont venir.
Moi, j'avais une ou deux questions, Françoise, si on peut commencer. Oui. Si tu permets. C'est ça. J'avais juste deux petites questions de précision. À un moment, tu as parlé de l'institution de grades féminins qui sont moins bien documentés, beaucoup moins bien documentés que pour les grades masculins, c'est ce que tu as dit. Alors, justement, cette faible documentation, en quoi elle consiste, en fait? Alors là, il s'agit bien évidemment de relevés ethnographiques et de monographies. Il s'agit effectivement des ethnographes qui sont passés, c'est des sources de cette matière-là, des ethnographes qui sont passés ou des missionnaires ethnographes qui sont un peu des références au début en tout cas de l'ethnographie de Fidji, mais et donc aussi bien Rivers que Codrington, que Layard et que Deacon. Puisque, de toute manière, la chose aussi importante, c'est qu'au moment où Deacon passe à Malekula, il donne aussi un état de la société absolument inimaginable, de mort, en fait, de disparition, et de disparition, entre autres, des plus hauts initiés de ces grades-là. Ces sociétés, en fait, ces institutions continuent, en fait, à exister, et elles produisent des chefs coutumièrement reconnus, mais on sent bien en fait que les grades les plus hauts ont disparu. Et il y a effectivement un fort balancement de connaissances ou non de secrets qu'il est très difficile de comprendre. Et avec, pour certains collègues, travaillant sur le fait que en fait, ces sociétés, le secret lui-même, étaient utilisés aussi par certains pour fabriquer du secret par rapport aux hommes blancs. D'accord. Mais oui, en tout cas, la chose importante, c'est que par rapport à ces institutions, c'est qu'on ne peut pas définir des rôles de femmes ou d'hommes d'un côté, puisqu'il y a, en fait, ces institutions, les rituels, etc., sont traversés de féminin. D'accord. Après, c'était une petite remarque complémentaire par rapport à ce que tu as présenté. Le cannibalisme féminin comme un summum de sauvagerie. De mon côté, j'en parlais un tout petit peu cet après-midi dans ma présentation, mais effectivement, d'abord, il faut, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, du cannibalisme féminin, j'ai l'impression que c'est pas ce que l'on trouve le plus fréquemment dans les récits. Je sais même pas s'il y a de vraies mentions dans les récits. Et puis, à l'inverse, on trouve des femmes Kanak qui disent avoir assisté à des démembrements, à des dépeçages et qui vont témoigner, qui vont témoigner en justice et qui, dans leur témoignage, semblent aussi horrifiés entre guillemets que les Européens qui viennent témoigner. Alors après, il y a toute une mise en scène dans les procès, on en reparlera cet après-midi, mais le positionnement féminin semble évidemment assez différent. Là, il y a une approche de genre qu'on retrouve, même si ce sont vraiment des petits fragments en fait qu'on peut trouver. Voilà, c'était juste une remarque, Françoise. Oui, tout à fait, mais on a un moment, une époque, par exemple, par rapport aux institutions de grade, il est dit que ces institutions servent à mettre en place quelque chose de l'ordre d'une paix et justement de ne pas entrer dans des pratiques cannibales. Mais lors de certains rituels, en fait, donc est-ce que ce sont des choses qui sont arrivées ou non à un certain moment donné et qui ont transformé ces institutions d'une certaine manière avec l'arrivée des missionnaires, bien évidemment. Et si on regarde attentivement certains rituels, il y a des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas rarement, mais sur les très hauts grades, en fait, l'arrivée de victimes humaines. D'accord. Merci, moi c'est bon pour moi. Moi j'avais également une question, Françoise, merci beaucoup pour ta communication et puis de soulever cette question aussi qui est aussi liée aux représentations des Européens quand ils arrivent dans le Pacifique et ce qu'ils ont envie de voir ou ce qu'ils ont envie de coller comme étiquette aussi sur les Océaniens à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, oui, les étiquettes ou les attendus vis-à-vis des femmes sont forcément à l'opposé de la figure du cannibale. Et du coup, je me posais la question, puisqu'on interroge le genre finalement
des cannibales, est-ce que le genre aussi des victimes, on pourrait l'interroger. Donc là, dans les restes humains qui sont par exemple déposés, comme tu l'expliquais, dans les creux des arbres, c'est aussi bien des restes humains d'hommes que de femmes, ou c'est vraiment différencié? Il faudrait poser la question à Frédéric Valentin. En fait, ça, je ne sais pas. C'est vraiment, l'archéologie a beaucoup à nous dire par rapport à ce genre de choses, effectivement. D'accord. Et par rapport au terme... Excuse-moi, vas-y. Non, je t'écoute. Et de la même façon, est-ce que tu sais si le terme que tu as mentionné, j'ai noté Yahoo pour les biens de valeur, qui est aussi utilisé pour les victimes humaines, ça s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes, ou est-ce qu'il y a une différenciation à partir du genre? Alors, il n'est pas dit exactement qu'on n'a pas de lien direct disant les victimes humaines sont des Yahoo. Mais par contre, on a ces champs d'accueil qui sont assez extraordinaires. Si ce n'est que le terme, j'ai vérifié la traduction du terme employé pour champion. On est vraiment à une époque aussi où toutes les problématiques de qu'est-ce que c'est qu'un chef, on a rencontré des grands chefs, on appelle les rois des chefs dans certaines, etc. C'est vraiment une problématique lourde sur l'Océanie à une certaine époque. Et là, la victime est dite champion. En fait, c'est un chant qui est chanté par d'autres personnes, mais qui est censé donner les émotions de la victime. Et donc, c'est traitez-moi doucement, etc. Je suis votre champion. Et en fait, le terme pour champion ne veut pas dire champion. C'est un terme assez rare, mais qui veut dire soutien d'igname, en fait, qui sont en fait les tuteurs dans les jardins. Ce qui, en fait, accroît encore plus, mais je ne pouvais pas rentrer dedans, qui accroît encore plus, en fait, le lien entre ces victimes qui sont là aussi pour nourrir, en fait, une fertilité qui sera redonnée. On en parlait avec Patrice hier. Quand j'étais au musée, on me disait, tu vois, là, il y a des mariages. Il va y avoir des morts. Et en fait, les morts qui viennent après les mariages, parce que les gens ont trop bu, etc., c'est cette part de vie, en tout cas chez les Pachi, c'est cette part de vie qu'on est obligé de prélever quelque part pour la redonner vers les générations, vers la vie, etc. Et Fidji est vraiment travaillé aussi par ses prélèvements de vie et ses consommations, à la fois en deux temps, c'est-à-dire que la maladie est une consommation d'une certaine manière de certains esprits des humains, bien évidemment. Mais aussi, il y a des passages, des relations entre les termes, entre manger et avoir des rapports sexuels. Il y a tout un jeu là-dessus aussi qui n'est pas abordé dans le colloque, effectivement, mais qui est quelque chose qui est vraiment à regarder de très près à ces niveaux-là.